Ça se voit. Oui. Oui, c'est vrai, ça se voit. Non, ça, je déteste. La malhonnêteté. C'est fou ces chansons malhonnêtes. C'est incroyable. Elle portait encore, à 90 ans, ce regard énigmatique qui avait marqué des générations de spectateurs. Un regard profond, presque insondable, où se reflétait la douceur des souvenirs et l'amertume des blessures. Anouk Aimée, la Lola de Jacques Demy, l'Anne Gauthier de Claude Lelouch, la muse sombre de Fellini, avait traversé un demi-siècle de cinéma comme une apparition fragile et souveraine. Elle était devenue un symbole d'élégance et de mystère, une silhouette reconnaissable entre toutes, célébrée dans les festivals, immortalisée par les plus grands metteurs en scène. Mais derrière la lumière des projecteurs, il y avait les fissures, car l'écran ne montre pas tout. Derrière chaque plan sublime, il reste des colères étouffées, des humiliations muettes, des rancunes jamais dites. Le public voyait une actrice de marbre, mais dans le secret de sa mémoire, Anouk Aimée gardait la trace de conflits souterrains, de rencontres qui laissèrent plus de cicatrices que d'éclats. Elle, qui paraissait si lointaine, si réservée, n'avait pas été épargnée par les affrontements d'ego, les incompréhensions, les blessures invisibles du métier. Dans ces derniers instants de gloire tranquille, elle accepta enfin de lever le voile. Comme si, à cet âge où l'on n'a plus rien à cacher, elle pouvait murmurer les noms qui l'avaient marquée à jamais. Ses confidences avaient la force des aveux tardifs. Ni colère tonitruante, ni vengeance, mais une vérité retenue trop longtemps. Elle choisit de dire ce qu'elle n'avait jamais osé prononcer publiquement. Et aujourd'hui, à 90 ans, Anouk Aimée révélait les 6 artistes qu'elle ne pouvait pas voir en peinture. Numéro 1. Federico Fellini. Rome, 1960. Cinecittà vibrait d'une énergie nouvelle, et au cœur de ce tumulte, Anouk Aimée entra dans l'univers de Federico Fellini. Il l'avait choisi pour incarner Maddalena dans la Dolce Vita, rôle qui allait changer sa vie. Au premier regard, elle fut fascinée par ce cinéaste hors norme, ce magicien capable de transformer une rue en théâtre, une nuit en éternité. Mais très vite, l'admiration se teinta de malaise. Fellini, derrière son humour et ses exubérances, possédait une autorité absolue. Sur le plateau, sa voix dominait, ses gestes dictaient la moindre attitude. Anouk, habituée à travailler dans l'intériorité, se retrouva propulsée dans une mécanique où son corps et son visage semblaient appartenir à un autre. Elle se souvenait des indications étranges qu'il lançait comme des incantations. « Tu es une statue qui respire » ou bien « Avance comme un rêve qui se déchire ». Ces mots, poétiques, envoûtants, lui donnaient le vertige. Elle tentait de suivre, mais avait le sentiment de disparaître derrière une image qu'il sculptait à sa place. Ce fut sa première blessure, sentir qu'on l'admirait, non pas pour ce qu'elle apportait, mais pour ce qu'il imposait. Un soir, sur la Via Veneto reconstituée, elle osa proposer une nuance différente, une inflexion de voix plus douce. Fellini s'arrêta, la fixa, puis déclara devant toute l'équipe « Ici, c'est mon film, pas le tien ». La phrase, lancée comme un couperet, résonna en elle comme une mise à distance définitive. Elle comprit alors que l'homme qu'il avait choisi pour son mystère ne voulait pas de son âme, seulement de son image. À partir de ce jour, chaque scène devint une épreuve. Elle jouait, elle brillait, mais à l'intérieur, une fissure s'ouvrait. Derrière l'éclat du film qui allait marquer l'histoire, elle gardait en mémoire une solitude glacée, le sentiment d'être réduite à une silhouette. Pour le monde entier, la Dolce Vita fut un triomphe. Pour elle, ce fut aussi une cicatrice. Le triomphe de la Dolce Vita aurait pu sceller une alliance durable. Pourtant, dès les premiers mois qui suivirent, Anouk Aimée sut qu'elle ne reviendrait pas dans l'univers de Fellini. Le succès planétaire du film la propulsa au rang d'icône, mais l'étiquette qui lui colla à la peau la blessa. On la présentait partout comme la muse française de Fellini. Une formule brillante pour les journaux, mais insupportable pour elle. Elle n'était pas un objet, pas un ornement dans le théâtre d'un autre. Elle était une actrice, avec ses intuitions, ses propres silences, sa profondeur. Lorsque Fellini lui proposa de retravailler ensemble, elle hésita, puis déclina. Derrière sa voix chaleureuse, elle retrouvait la même emprise, la même volonté de posséder. Elle avait compris qu'il ne voyait en elle que la Maddalena éternelle et non la femme qui cherchait d'autres chemins. Chaque invitation réveillait en elle cette phrase terrible. « Ici, c'est mon film, pas le tien.
impossible de l'oublier. Et pourtant, jamais elle ne renia son admiration pour son génie. Elle assistait de loin à la naissance de ses œuvres suivantes, fascinée, mais aussi amère. Elle reconnaissait son talent incomparable, mais savait qu'elle n'y aurait plus de place. Quand elle croisait Fellini lors des festivals, il riait, la saluait, l'appelait toujours « ma Maddalena ». Elle souriait poliment, mais son cœur se serrait, car derrière l'hommage, elle entendait la prison. Avec le temps, cette blessure devint une rancune discrète. Elle ne l'attaqua jamais publiquement, mais au crépuscule de sa vie, lorsqu'on lui demanda quels artistes elle ne pouvait pas voir en peinture, son nom surgit naturellement. Fellini fut à la fois son tremplin et sa cage, son triomphe et sa douleur. Pour le monde, il resta un maître. Pour elle, il demeura cette lumière qui l'avait illuminée, mais en la brûlant. Numéro 2. Marcello Mastroianni. Il incarnait l'Italie entière dans un sourire. Marcello Mastroianni, avec sa voix douce, son allure élégante et son ironie tendre, était adoré partout où il passait. Sur l'écran, il devenait l'amant idéal, le complice de toutes les passions. Mais pour Anouk aimée, derrière le charme, se cachait une légèreté qui l'irritait profondément. Elle avait croisé son chemin dans les cercles romains, sur les plateaux, dans les soirées de la Via Veneto. Toujours, il arrivait avec ce mélange de nonchalance et de séduction, comme si tout devait se plier à sa désinvolture. Au travail, cela se traduisait par une attitude qui la blessait. Là où Anouk cherchait la concentration, Marcello préférait la plaisanterie. Entre deux prises, il racontait des histoires, provoquait des éclats de rire, détournait l'attention. L'équipe l'adorait, bien sûr. Mais elle, plongée dans son rôle, avait l'impression de perdre la gravité nécessaire. Pour elle, le cinéma était une liturgie intime. Pour lui, un terrain de jeu où l'élégance suffisait à cacher le manque de rigueur. Un soir, après une projection, il se pencha vers elle et lança, d'un ton faussement galant. « Tu es trop mystérieuse, Anouk. Les hommes aiment les énigmes, mais seulement quand elles se laissent déchiffrer. » Elle esquissa un sourire, mais ses mains se crispèrent sous la table. Dans cette phrase se nichait tout ce qu'elle détestait. La réduction d'une femme à un jeu, le refus de prendre au sérieux sa profondeur. Elle ne se considérait pas comme une énigme à résoudre, mais comme une actrice cherchant la vérité dans chaque geste. Peu à peu, elle commença à l'éviter. Au festival, elle se tenait à distance, consciente que les photographes guettaient un cliché complice. Mais derrière son sourire figé, il n'y avait qu'une froideur polie. Elle ne voyait en lui qu'un homme trop occupé à briller pour remarquer la gravité des autres. Les années passèrent, mais le malaise demeura. Chaque rencontre avec Marcello Mastroianni confirmait l'impression d'un décalage irréversible. Ils partageaient parfois un plateau, un dîner, une interview collective. Toujours, il s'arrangeait pour séduire l'auditoire, transformer le sérieux en légèreté, détourner une scène en improvisation brillante. Le public applaudissait, les journalistes riaient, mais Anouk ressentait à chaque fois une frustration sourde. Ce qui, pour lui, n'était qu'un jeu, était pour elle une perte de vérité. Un jour de tournage, elle dut jouer une scène dramatique face à lui. Le silence était tendu, la caméra prête à saisir chaque frémissement. Au moment crucial, il lui lança un regard espiègle, presque moqueur. Le réalisateur, séduit, garda la prise. Le public n'y vit qu'un éclat de charme supplémentaire. Mais Anouk, en sortant du plateau, sentit une brûlure. On venait de lui voler l'intensité qu'elle voulait offrir. Elle comprit alors que leur langage d'acteur ne se rencontrerait jamais. Dans ses souvenirs, elle ne parla pas de haine, mais d'une incompréhension fondamentale. Elle reconnaissait le talent de Marcello, sa présence unique. Pourtant, elle ne pouvait oublier cette désinvolture, cette manière de tout alléger jusqu'à vider les choses de leur densité. « Il brillait trop pour me voir », disait-elle plus tard, comme un constat amer. Et c'est ainsi qu'il entra, lui aussi, dans cette liste secrète. Non pas comme un ennemi déclaré, mais comme une déception persistante, une ombre jetée sur une admiration inachevée. Pour Anouk, il restera toujours cet astre charmeur, trop occupé à scintiller pour comprendre la profondeur du silence. Numéro 3. Jeanne Moreau. Dans les années 60, le cinéma français semblait porté par deux visages féminins que la presse adorait opposer. Jeanne Moreau et Anouk Aimée. Deux actrices d'exception, deux styles radicalement différents. Moreau,
La voix grave, la sensualité incandescente, la passion à vif, Aimée, la silhouette distante, le mystère impénétrable, la mélancolie élégante. On les plaçait sur deux piédestaux, mais au fond, c'était le même royaume qu'elles occupaient, et les comparaisons incessantes devinrent une blessure. Anouk se souvenait des festivals où cette tension flottait dans l'air. À Cannes, à Venise, dès qu'elles apparaissaient dans la même salle, les photographes s'affolaient. On criait leur nom, on espérait une poignée de main, une complicité factice, mais jamais leurs regards ne s'attardaient. Elles se croisaient, se saluaient à peine, et reprenaient chacune leur chemin. Pour le public, c'était de la pudeur. Pour Anouk, c'était un mur invisible. Elle n'oublia jamais une conférence de presse où un journaliste lui demanda crûment « Comment vous situez-vous face à Jeanne Moreau ?» Elle répondit calmement « Je ne me situe pas ». Mais en elle, la question la blessa profondément. Pourquoi fallait-il toujours les mettre en balance, comme si l'une devait effacer l'autre? Cette comparaison perpétuelle l'empêchait d'exister pleinement, réduisant son identité à un miroir. Avec les années, cette rivalité imposée par l'extérieur se transforma en une froideur durable. Anouk n'avait jamais cherché le conflit, mais elle savait que leur rencontre ne pourrait jamais dépasser ce jeu cruel d'opposition. Pour elle, Jeanne Moreau représentait moins une ennemie qu'une ombre permanente, un rappel constant des blessures de la comparaison. La distance entre elles ne fit que s'amplifier avec le temps. À mesure que Jeanne Moreau devenait la muse de Truffaut, d'Antonioni ou de Louis Malle, Anouk Aimée poursuivait son chemin auprès de Fellini, Demy et Lelouch. Deux trajectoires parallèles, toujours évoquées dans les mêmes articles, toujours opposées comme deux reines qui ne partagent jamais la même couronne. La presse entretenait ce duel imaginaire. Moreau, la passion, Aimée, le mystère. Ces formules flatteuses en surface étaient, pour Anouk, des chaînes invisibles. Elle se souvenait d'une soirée parisienne où elles furent réunies dans un même salon. Tous les regards attendaient un échange, un mot, un sourire. Mais chacune resta dans son cercle, évitant soigneusement l'autre. Le silence pesa plus fort qu'une dispute. Pour les témoins, ce fut un moment de malaise transformé aussitôt en légende. La rivalité des deux actrices. Anouk, elle, en garda un souvenir amer. Les photographes réussirent parfois à les placer côte à côte. À Cannes, une image fit la une. Jeanne Moreau, intense, flamboyante, et Anouk, distante, presque absente. On parla d'un « duel de regards ». Mais derrière la photo, il n'y eut qu'un malaise. Pour Anouk, ces instants étaient des blessures qu'on ravivait à chaque cliché. Elle voulait être reconnue pour son propre parcours, pas pour une rivalité forcée. Au soir de sa vie, quand elle évoqua Jeanne Moreau, elle fut à la fois respectueuse et amère. Elle admirait sa force, son intelligence, mais avoua, nous étions comme deux continents, trop proches pour s'ignorer, trop différents pour se rejoindre. Une phrase simple qui résumait la fracture. Ce n'était pas une haine ouverte, mais une impossibilité d'exister ensemble. Et pour cela, dans sa mémoire, Jeanne Moreau devint l'une de celles qu'elle ne pouvait pas voir en peinture. Numéro 4. Claude Lelouch. Pour le grand public, Claude Lelouch fut l'homme qui offrit à Anouk Aimée l'un de ses plus beaux triomphes. Un homme et une femme, Palme d'Or à Cannes, en 1966, fidèle une star mondiale. Le visage d'Anouk, encadré par ses cheveux sombres et éclairé par la mélodie de Francis Lai, devint le symbole du romantisme au cinéma. Lelouch, jeune cinéaste audacieux, trouva en elle une incarnation parfaite de son héroïne. Au début, Anouk ressentit une vraie complicité, une liberté nouvelle après les blessures laissées par Fellini. Mais ce qui commença comme une rencontre miraculeuse devint rapidement une prison dorée. Lelouch, grisé par le succès, ne cessa de revenir à cette image fondatrice. Chaque projet, chaque idée semblait n'être qu'une variation de ce premier chef-d'œuvre. Pour lui, Anouk était éternellement Anne Gauthier. Pour elle, c'était une réduction insupportable. Elle voulait explorer d'autres rôles, d'autres facettes, mais Lelouch insistait pour la replonger sans cesse dans le même souvenir. Elle se souvenait d'un dîner où il lui raconta, avec enthousiasme, un nouveau scénario. Encore une fois, une histoire d'amour mélancolique, encore une héroïne qui ressemblait à Anne. Anouk l'écouta poliment, mais sentit une lassitude peser sur ses épaules. Elle n'était plus une actrice libre, mais une image figée, prisonnière d'un passé que le cinéaste refusait de laisser mourir. Ce fut pour elle une désillusion cruelle. Derrière la tendresse apparente, elle devinait une appropriation.
Elle se rendit compte que Lelouch n'écoutait pas son désir d'évasion, qu'il cherchait seulement à préserver son mythe. Dans ce décalage, la rancune commença à naître. La collaboration continua malgré tout. 20 ans plus tard, Lelouch réunit Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant pour tourner Un homme et une femme. 20 ans déjà. Tout semblait réuni pour réveiller l'émotion d'autrefois. Mais en lisant le scénario, Anouk comprit qu'il s'agissait surtout d'une répétition. Les dialogues reprenaient la même mélodie, les gestes semblaient copiés sur ceux du passé. Elle se sentit prisonnière d'une mémoire qui n'était pas la sienne. Sur le plateau, elle joua avec son professionnalisme habituel, mais en elle, quelque chose se brisa. Elle avait le sentiment de rejouer un rôle figé, de se regarder dans un miroir qui refusait de vieillir. Lelouch ne filme pas l'avenir, il filme ses souvenirs, confia-t-elle plus tard. Et dans ses souvenirs, elle n'était plus qu'une silhouette, un écho. Les spectateurs retrouvèrent avec émotion la magie des années 60. Mais pour elle, c'était une douleur, voir sa carrière réduite à une seule histoire, un seul visage, une seule musique. Lelouch, dans son enthousiasme, ne se rendait pas compte qu'il enfermait son actrice dans une cage dorée. Elle l'aimait pour ce qu'il avait créé, mais lui en voulait de la voir enfermée dans cette image unique. Avec le temps, cette gratitude mêlée de rancune se transforma en une certitude. Elle ne pouvait pas le voir en peinture, pas parce qu'il lui avait manqué de respect ouvertement, mais parce qu'il avait volé sa liberté. Il lui avait offert l'éternité d'un rôle, mais en lui ôtant la possibilité d'exister autrement. Numéro 5. Jacques Demy. En 1961, Jacques Demy offrit à Anouk Aimée un rôle qui allait marquer sa carrière, celui de Lola. Dans ce film fragile et poétique, il voyait en elle l'incarnation parfaite de la mélancolie et du rêve. Pour la première fois, Anouk se retrouva au centre d'une œuvre qui mêlait réalisme quotidien et grâce intemporelle. Elle fut séduite par la tendresse de l'histoire, par cette atmosphère de port brumeux où la solitude résonnait comme une chanson. Mais derrière la douceur apparente de Demy se cachait une exigence sévère. Il contrôlait chaque détail, chaque geste, chaque inflexion de voix. Là où Anouk aurait voulu laisser parler son instinct, le cinéaste la ramenait toujours à son idée précise du personnage. Plus léger, disait-il, comme une mélodie qui continue malgré la tristesse. Elle obéissait, mais en elle naissait une frustration. Lola lui échappait, comme si ce rôle n'était pas le sien, mais celui d'un rêve imposé. Les critiques saluèrent sa performance, admirèrent son mystère et sa fragilité. Pourtant, Anouk en garda un souvenir amer. Elle avait donné beaucoup, mais sans avoir l'impression d'exister vraiment. Dans ses confidences ultérieures, elle décrivit cette expérience comme une contradiction. Demy savait capter ses silences, mais refusait d'entendre sa voix. Ainsi, derrière l'élégance poétique de Lola, elle gardait la sensation d'un enfermement subtil. Le film brilla, mais la collaboration laissa une cicatrice discrète, celle d'avoir été magnifiée sans être écoutée. Après le succès de Lola, beaucoup imaginèrent qu'Anouk Aimée deviendrait l'égérie de Jacques Demy, comme Catherine Deneuve le fut plus tard pour ses comédies musicales. Pourtant, il n'y eut jamais de seconde collaboration. Le film avait marqué un tournant dans sa carrière, mais pour elle, l'expérience restait entachée d'une amertume sourde. Elle avait senti trop fortement la main du cinéaste, douce mais inflexible, qui l'avait guidée sans lui laisser d'espace véritable. Lorsqu'on lui demandait, des années plus tard, si elle aimerait retravailler avec Demy, elle répondait simplement « Non, une fois suffit ». Cette phrase, laconique, cachait une rancune profonde. Elle reconnaissait son talent, admirait sa poésie, mais elle ne voulait plus revivre cette sensation d'être façonnée de l'extérieur. Dans ses souvenirs, elle résumait leur relation par une image cruelle. Il filmait mes silences, mais il n'écoutait pas ma voix. Demy avait saisi l'aura mystérieuse qu'elle portait, mais il l'avait enfermée dans une image figée, incapable d'évoluer. Pour une actrice qui cherchait toujours la liberté, ce fut une trahison douce, mais bien réelle. Ainsi, si Lola resta une œuvre magnifique, il demeura pour elle le symbole d'une collaboration inachevée. Derrière le chef-d'œuvre, il y avait la blessure d'une actrice réduite à l'état d'icône, privée de son souffle intérieur. C'est pour cette raison qu'elle plaça Jacques Demy parmi ceux qu'elle ne pouvait pas voir en peinture. Non par haine, mais par refus de revivre ce sentiment d'enfermement. Numéro 6. Alain Delon. Il était le symbole de la beauté insolente, l'acteur qui incarnait à lui seul une génération de cinéma. Alain Delon, avec son visage sculpté, ses yeux glacés et sa démarche de fauve, fascinait le monde entier.
Mais pour Anouk Aimée, cette lumière éclatante avait quelque chose d'écrasant. Ils se croisèrent souvent dans les festivals, les dîners mondains, les soirées où tout le cinéma français se rassemblait. Et chaque fois, elle ressentait la même chose, une distance insurmontable. Delon attirait les regards comme un soleil attire les corps, mais il brûlait aussi ceux qui s'approchaient trop près. Anouk, discrète, observait cet homme qui ne cessait de parler de lui, de ses films, de ses succès. Elle respectait son talent, reconnaissait son magnétisme, mais avait l'impression qu'il ne voyait dans les autres qu'un miroir destiné à refléter sa propre gloire. Un soir, lors d'un dîner à Paris, il lui dit avec un sourire : « Vous êtes une belle statue, Anouk, mais une statue reste froide. » Elle garda le silence, mais cette phrase resta gravée. Elle n'était pas de marbre. Elle était une femme de chair, une actrice de nuances et de fragilité. Ce jugement, à la fois flatteur et humiliant, creusa une cicatrice. Dès lors, elle sut qu'il n'y aurait jamais de vraie complicité entre eux. Trop d'ego, trop de fierté, trop de lumière pour laisser place au partage. Elle choisit la réserve, lui offrait des sourires polis, mais au fond, elle se tenait loin. Car pour elle, Alain Delon représentait tout ce qu'elle fuyait. L'orgueil éclatant, l'égoïsme des dieux modernes. Les années défilèrent, mais l'impression première ne changea pas. Chaque rencontre avec Alain Delon confirmait à Anouk Aimée qu'ils appartenaient à deux mondes opposés. Elle, tout en intériorité, construisait ses personnages dans le silence, dans la pudeur. Lui, éclatant, imposait sa présence comme une évidence. Devant les caméras, il pouvait paraître complice, deux mythes réunis par l'histoire du cinéma français. Mais dès que les flashs s'éteignaient, le vide s'installait. À Cannes, lors d'un hommage dans les années 1980, ils furent placés côte à côte devant une nuée de photographes. Delon serra sa main rapidement, comme on accomplit un rituel mondain. Le cliché fit le tour des journaux, deux légendes face au public. Pourtant, Anouk n'en garda qu'un souvenir glacial. Ce geste, poli mais vide, résumait leur relation, une façade brillante, sans chaleur. Dans l'intimité de ses confidences tardives, elle avouait que Delon incarnait pour elle une lumière trop forte, insupportable. Avec lui, disait-elle, il n'y a pas de dialogue, seulement un monologue. Elle admirait son talent, reconnaissait son aura, mais ne pouvait accepter son univers centré sur lui-même. Pour une actrice qui avait bâti sa carrière sur le mystère et la délicatesse, Delon représentait l'excès, l'orgueil, l'impossibilité du partage. Ainsi, lorsqu'elle dressa la liste de ces artistes qu'elle ne pouvait pas voir en peinture, son nom s'imposa comme une évidence. Non pas par haine, mais par fatigue, par rejet d'un éclat qui l'éblouissait au lieu de l'éclairer. Elle avait partagé des instants publics avec lui, mais jamais une vraie rencontre. Au soir de sa vie, elle résuma ce sentiment en une phrase simple. Il fut un soleil. Mais moi, je préfère l'ombre. À 90 ans, Anouk Aimée se tenait comme une silhouette fragile, mais invincible, entourée des ombres et des éclats de toute une vie de cinéma. Elle n'avait jamais été de celles qui crient ou qui scandalisent. Son art résidait dans le silence, dans un regard qui en disait plus qu'un long discours. Mais dans la sérénité de l'âge, elle osa prononcer les noms qu'elle avait gardés en elle, comme des pierres lourdes au fond de la mémoire. Fellini, Mastroianni, Moreau, Lelouch, Demy, Delon. Autant de visages admirés du public, mais pour elle, autant de blessures restées ouvertes. Ce n'était pas une liste de haine, mais une cartographie intime des cicatrices. Chacun d'eux avait, à sa manière, contribué à sa gloire, tout en lui infligeant une douleur qu'elle n'oublia jamais. Ainsi allait la vie d'artiste, une alternance de triomphe éclatant et de solitude muette. En révélant ces noms, elle ne cherchait pas à régler des comptes. Elle offrait simplement un éclat de vérité, comme on entr'ouvre une porte restée close trop longtemps. Son aveu ressemblait à un murmure, fragile et fort à la fois. Comme si elle disait au monde, derrière l'icône, il y a une femme, avec ses colères, ses rancunes, ses blessures invisibles. Aujourd'hui encore, ces films demeurent. La Dolce Vita, un homme et une femme, Lola, autant d'images gravées dans la mémoire collective. Mais derrière ces chefs-d'œuvre se cache la vérité d'une actrice qui sut traverser les décennies avec grâce et pudeur, sans jamais céder à la facilité du scandale. Elle n'a jamais reparlé à certains d'entre eux, mais peut être que le silence était aussi une réponse.